Donc, quand parle-t-on de raideur? La mesure des amplitudes articulaires est un geste simple et objectif. Pourtant, il n'y a pas de définition consensuelle de la raideur. D'abord parce que la notion d'évolution et de timing est essentielle à considérer, la raideur étant un phénomène qui n'est pas figé dans le temps. La raideur peut concerner la flexion, l'extension ou les deux dans les raideurs mixtes, mais sa définition angulaire, si je puis dire, est variable d'une équipe à l'autre. La tendance est de considérer que des mobilités satisfaisantes sont obtenues pour 0 degré d'extension et 110 degrés de flexion, de parler de raideur en extension à partir d'un flexum de 10 degrés et de parler de raideur en flexion en dessous de 90 degrés de flexion. Mais ces chiffres sont arbitraires et c'est finalement de la satisfaction du patient que va dépendre notre attitude. Ce flou explique la prévalence variable de la raideur dans les reprises de prothèses allant de 1,3 à 12% des prothèses de première intention. La raideur va limiter les activités de la vie quotidienne, elle va entraîner de la douleur par hypersollicitation de l'appareil extenseur et par hypersollicitation du système musculaire. Et tout cela va être cause d'insatisfaction pour le patient. Dans notre série des Journées lyonnaises du genou, la raideur représente 15% des causes de révision sur prothèse. C'est ce chiffre que l'on retrouvait également dans le symposium SAUVCODE 2011 sur les PTG à 10 ans. En vérité, le changement d'implant ne va représenter qu'un quart des reprises de prothèses pour raideur, ce qui représente 3,7% des reprises en général. Et dans 3 quarts des cas, ce qu'on va faire, c'est un geste de libération. Et dans les gestes de libération, on a inclus les gestes de manipulation du genou sous anesthésie. En présence d'une raideur, il faut connaître les facteurs de risque, il faut identifier la cause pour pouvoir traiter le problème. Et ça va se faire sur 3 périodes, avant, pendant et après l'opération. Avant l'opération, le principal facteur de risque de raideur, c'est la raideur. Elle va nécessiter une voie d'abord plus agressive, ce qui va entraîner une rétraction globale des tissus périarticulaires et augmenter le risque de complications post-opératoires. D'autres facteurs auront pu être identifiés, c'est l'âge. On a noté que les patients concernés par la raideur après prothèse étaient généralement plus jeunes. C'est le tabagisme actif ou encore un antécédent de chirurgie locale. Le sexe féminin, c'est encore débattu, mais la tendance est nettement féminine. Les causes péropératoires ne devraient pas exister en théorie puisqu'il s'agit des erreurs techniques avec en premier lieu l'oversizing. Par conflit avec les parties molles, on va avoir des douleurs et de la raideur. L'encombrement postérieur va réduire l'espace postérieur et on va obtenir une raideur en flexion. L'encombrement antérieur va entraîner des douleurs fémoro-patellaires et donc une raideur en flexion. En ce qui concerne l'interligne, toute modification de la hauteur de l'interligne va modifier les contraintes sur l'appareil extenseur. La tendance naturelle, en particulier dans les révisions, étant d'élever l'interligne, ce qui va occasionner une rotule basse et donc des douleurs et une raideur en flexion. L'orientation des coupes est importante. Ici, sur cet exemple, dans le plan sagittal, une inversion de la pente va serrer l'espace en arrière et entraîner une raideur mixte. L'équilibrage ligamentaire, évidemment, est essentiel. Enfin, il ne faut pas oublier de libérer l'espace postérieur, les ostéophytes qui peuvent venir limiter la flexion. En post-opératoire, la gestion de la douleur est très importante pour pouvoir rééduquer le genou précocement. La rééducation peut être faite à domicile si les conditions le permettent ou en centre de rééducation. J'évoquerai également l'arthrofibrose, qui est une pathologie dont la pathogénie est encore mal connue, mais dans laquelle des cicatrices épaisses vont se développer rapidement autour de l'articulation. Et dans ce cadre précis, la reprise expose à la récidive. Enfin, l'allergie, bien sûr, dont nous avons parlé hier, qui peut être une cause cachée de raideur. Toute complication post-opératoire peut être source de raideur. Il peut s'agir d'une fracture, d'un sepsis, d'une algodystrophie ou encore de troubles de cicatrisation, ainsi que toute cause d'immobilisation en général. Que faire en présence d'une raideur? En premier lieu, éliminer une cause et, lorsqu'elle est retrouvée, la traiter, bien entendu, erreur technique, sepsis ou algodystrophie. Ensuite, il faut regarder le délai par rapport à la chirurgie. En dessous de 3 mois après la chirurgie, dans les raideurs précoces,
la mobilisation sous anesthésie peut être proposée dans les raideurs en flexion avec un bon résultat. Entre 3 et 6 mois, c'est l'arthrolyse sous arthroscopie qui pourra être proposée, pareil pour les raideurs en flexion, et c'est Cécile Bataillé qui viendra nous en parler juste après. Au-delà de 6 mois après la chirurgie, les solutions relativement simples dont nous venons de parler deviennent peu efficaces. Il faut alors commencer à envisager une arthrolyse à ciel ouvert, voire un changement de prothèse totale de genou, et c'est Alban Pinaroli qui viendra nous en parler tout à l'heure. Donc en conclusion, je dirais que la raideur est une complication fréquente qui est d'origine multifactorielle. Elle représente 15% des causes de reprise de prothèse de genou. Il faut s'intéresser au délai car c'est à partir de là qu'on va décider de notre attitude qui relèvera principalement de gestes de libération, mobilisation sous anesthésie ou arthrolyse et rarement nécessitera un changement d'implant.